on y va, le numéro 2. Donc la question 1, on suspecte une anémie hémolytique devant le subictaire, l'apparition rapide avec une dyspnée d'effort, une tachycardie, au niveau biologique que des LDH augmentés et voilà, la bilirubine libre augmentée. Pardon. Pour confirmer, il faut faire des réticulocytes. Voilà, exactement. Donc effectivement, c'est une anémie hémolytique. Alors les arguments, c'est l'anémie, la myélémie et l'érythromyélémie qui suggèrent qu'il y a une régénération médulaire importante, les LDH augmentés et la bilirubine libre élevée. Il n'y a pas de saignement extériorisé. On peut voir une anémie... oui, pas de saignement. On peut voir une anémie aiguë qui régénère. Il faut penser au saignement qui régénère. C'est rarement des anémies aussi brutales et aussi importantes quand il n'y a pas de saignement extériorisé. Mais il faut y penser. Et le compte des réticulocytes, effectivement. Pour la macrocytose, en fait, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est la moelle qui essaye de régénérer et de pallier au déficit périphérique. Et donc, il y a beaucoup d'érythroblastes et ça fait une erreur de calcul. Oui. Alors, en fait, c'est les réticulocytes, ce n'est pas les érythroblastes. Parce que les réticulocytes, c'est les globules rouges plus gros qui n'ont pas fini. C'est des bébés globules rouges plus gros qui n'ont pas fini de maturer. Ils ont un VGM plus gros. Et donc forcément, la moyenne des deux, le compteur, il vous rend la moyenne des deux. Donc ça fait, alors 115, c'est un peu élevé, j'ai un peu exagéré. Mais ça fait en général des VGM à 108, 110. Il ne faut pas, parce que le patient a un VGM élevé, partir sur... une myélodysplasie, une anémie par carence en folate. C'est très fréquent dans les, et c'est quasiment systématique à partir du moment où ils ont plus, ils ont beaucoup de réticulocytes. Voilà. C'était juste pour. Alors, les grandes orientations diagnostiques de ce type d'anémie. Donc, c'est une anémie hémolytique. Donc, il y a les anémies corpusculaires et les anémies non corpusculaires. Donc il y a les anomalies de synthèse de l'hémoglobine, les déficits enzymatiques, les maladies de membrane, et les causes mécaniques, les causes infectieuses, les causes immunologiques, causes toxiques. Ok. Donc moi j'avais évoqué le paludisme. Et voilà, il y en avait d'autres. Il y avait le déficit en G6PD, et voilà. Donc, dans les anémies hémolytiques, il faut vraiment que vous réfléchissiez dans ces catégories-là. C'est corpusculaire. Alors là, à l'évidence, on est devant une anémie aiguë. C'est pas toujours facile quand un malade arrive de se dire que cette anémie est aiguë et qu'il n'était pas anémique 6 mois avant. Mais là, on a ces symptômes qui débutent brutalement, donc il est devant un problème aigu. Globalement, les anémies hémolytiques corpusculaires, à part les déficits enzymatiques, la plupart donnent pas des débuts brutals. Donc il y a globalement le déficit en G6PD, il faut y penser. Ça peut être aussi un facteur aggravant dans une situation de stress chez patients qui ont d'autres problèmes hématologiques, mais il faut y penser. Et effectivement, il faut toujours penser au paludisme. Ça donne vraiment des stigmates d'hémolyse pseudo... ça donne vraiment des anémies hémolytiques. Ils ont en général une thrombopénie associée. Voilà. Et les anémies mécaniques, et notamment les microangiopathies thrombotiques, il faut aussi absolument y penser. Et si vous ne recherchez pas des schizocytes, vous ne ferez pas le diagnostic. Alors, ils sont aussi dans 99,9% des cas thrombopéniques, parce que dans les microangiopathies thrombotiques, il y a forcément une thrombopénie. Mais il faut y penser et il faut vraiment faire les examens systématiques, de même que le Coombs, c'est systématique, c'est pas si on pense que il faut toujours que ce soit dans le bilan d'une anémie hémolytique, même si vous pensez que votre patient a un déficit en G6PD parce que il revient d'un pays où on mange beaucoup de plats à base de fèves, même s'il a pris un médicament, il faut que vous le fassiez, parce que si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas.
Donc, immunologique, le Coombs, c'est systématique. Donc, les examens paracliniques, j'ai partiellement répondu à la question. Donc, les réticulocytes, je l'ai remis parce qu'on ne fait pas un diagnostic d'anémie hémolytique si on n'a pas de réticulocytes. Les RAI, parce que c'est systématique quand on a un patient qui a 5 grammes d'hémoglobine. Le Coombs aussi, frottis goutte épaisse et le dosage de G6PD. Alors là, il faut toujours se rappeler qu'il ne faut pas le faire, qu'il peut être faussement négatif, faussement normal, parce que le G6PD est en concentration plus importante dans les réticulocytes. Donc quand on a 5 grammes d'hémoglobine et 450 000 réticulocytes, on peut avoir un dosage de G6PD faussement normal, même si on a un déficit en G6PD. Donc s'il est normal bas et qu'on pense vraiment que c'est ça, on attend un petit peu et on le dose à distance. Pardon. Est-ce qu'il faut faire un bilan infectieux plus poussé et une sérologie VIH? Alors, après, dans le bilan, on va dire étiologique, éventuellement de ton anémie hémolytique, tu feras des examens complémentaires plus poussés. Là, ponctuellement, en gros, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que tu fais en urgence avant pour orienter ton diagnostic et dans ta démarche diagnostique, qu'est-ce que tu vas faire pour confirmer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses après, une fois que tu as fait le diagnostic, s'il a un déficit en G6PD, après la sérologie VIH, tu peux la faire. Lui proposer une sérologie VIH, mais s'il a un déficit en G6PD, ça t'apporte rien. Question suivante, donc j'ai mis pour les anémies hémolytiques auto-immunes à anticorps chauds dits secondaires, j'ai mis les hémopathies malignes, les maladies auto-immunes, la méthyldopa, c'est tout. Et la méthyldopa. Alors. Et il y avait la tumeur d'ovaire, mais c'est chez un homme, donc c'est limité. Ok, alors j'avais mis les étiologies en général. Donc les causes infectieuses, alors effectivement, le VIH peut donner le HIV, le parvo B19, les mycoplasmes, qui sont les plus fréquentes. Il faut donc essentiellement rechercher un syndrome infectieux et la sérologie HIV, on l'a fait de façon systématique. Les lymphomes et les lymphoproliférations, il faut y penser et il faut quand même faire au minimum une radiographie de thorax, une électrophorèse des protides et l'immunophénotypage lymphocytaire. C'est discutable s'il n'y a pas d'hyperlymphocytose. Beaucoup de gens le font quand même parce que qu'une fois qu'on a mis les patients sous corticoïdes, faire des diagnostics sur un immunophénotypage quand c'est une LLC, ça peut être un peu plus difficile. Donc globalement, il faut rechercher une hyperlymphocytose, faire une radio de thorax, une échographie abdominale, vérifier qu'il n'y ait pas de syndrome tumoral. C'est pas du tout rare de faire un diagnostic d'une hémopathie, surtout lymphoïde, essentiellement lymphoïde, au cours d'un épisode d'anémie hémolytique. Voilà, les déficits immunitaires, il y a une surprévalence des cytopénies auto-immunes et de l'anémie hémolytique dans un type de déficit qu'on appelle les déficits IMIN communs variables. Le diagnostic, c'est en fait une diminution de toutes les immunoglobulines. Donc c'est des patients qui font en général des infections à répétition, ORL, patients le plus souvent adultes jeunes ou plus âgés. C'est souvent des adultes qui font des infections à répétition, qui peuvent faire des cytopénies auto-immunes, un certain nombre de complications qui ne sont pas du tout au programme de l'internat. Et sur le plan immunologique, ils ont une hypogammaglobulinémie, qui n'ont pas assez de gamma-globuline. Et donc c'est pareil, il faut faire juste une électrophorèse, il faut le savoir. Alors il y a d'autres déficits immunitaires, mais ça c'est pas du tout à votre programme, c'est plus spécialisé. Les maladies auto-immunes, il faut y penser, le lupus et le Gougerot-Sjogren en particulier. Il faut faire globalement, c'est l'interrogatoire, arthralgie, est-ce que vous avez un acrosyndrome, une photosensibilité, et faire des FAN, des anti-DNA, facteurs rhumatoïdes, quelque chose d'extrêmement simple, mais il faut le faire quand même, c'est pareil. Les néoplasies solides,
Effectivement, c'est rapporté, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent non plus, mais c'est vrai. Et les médicaments, c'est l'interrogatoire. L'hépatite B, est-ce que ça donne des anémies hémolytiques auto-immunes? Est-ce que ça les favorise? L'hépatite B, je ne pense pas. Il faut prescrire donc régime pauvre en sucre rapide, en graisse et en sel, et supplémentation en potassium, calcium, vitamine D, une activité physique régulière, prévention de l'anguillulose maligne, éradication des foyers infectieux. Moi, j'avais rajouté le Bactrim fort en prophylaxie des infections, en particulier de la pneumocystose. Je ne sais pas forcément recommander partout. En pratique, il faut mieux le mettre. Moi, j'ai vu des pneumocystoses chez des patients qui avaient uniquement des corticoïdes pour des cytopénies auto-immunes et qui n'avaient pas eu de chimiothérapie. Globalement, je pense qu'il faut mieux le mettre. C'est aussi, sur le plan infectieux, ça couvre un certain nombre d'autres germes, donc c'est pas mal. Et le Zovirax, ça se discute, enfin, le Zélitrex. Donc, question numéro 7. Quelle est la première question à poser à ce malade? Donc, en fait, on va lui demander s'il a de la fièvre. En fait, je suspecte un purpura fulminans, parce que c'est la principale urgence. Quels sont les 2 diagnostics à évoquer chez le patient? Chez lui, on va probable infection à méningocoque, et ensuite, comme il a un purpura, je pense à un purpura thrombopénique immunologique. Voilà. Ok, donc effectivement, patient splénectomisé, purpura, la première question c'est est-ce que vous avez de la fièvre? Et là, c'est pas comme la jeune fille tout à l'heure avec la granulocytose, c'est une urgence absolue. C'est dans les 30 minutes, il faut au minimum, si elle est chez elle, il faut qu'elle ait des antibiotiques par voie intraveineuse. Si elle a 38 de fièvre, et on n'attend pas d'avoir les hémocultures, ou si elle est à la maison, c'est le médecin généraliste qui commence. Il faut vraiment y penser. Et moi, j'en ai vu chez des patients splénectomisés 15 ans après la splénectomie. Donc, il faut penser à leur dire qu'il faut qu'ils prennent leurs médicaments, même si ça fait 15 ans et qu'ils n'ont jamais fait aucune complication infectieuse, et que dès qu'ils ont 38 de fièvre, ils prennent des antibiotiques. Ils ont une boîte d'antibiotiques sur eux et ils les prennent. C'est pas juste dans les livres. Ça existe vraiment dans la vie. Si elle n'a pas de fièvre, on lui met des antibiotiques? Non. Purpura fulminans, c'est une septicémie à méningocoque ou à pneumocoque. Les patients, ils ont de la fièvre, ils ne sont pas bien en général, ils ont une septicémie. Excusez-moi, mais dans ce cadre-là, Ouais. il n'aurait pas dû déjà avoir une prévention par Auracyline à vie? Si. Si, mais c'est... C'est pas 100%. L'Auracyline, ça n'empêche pas 100%. Mais ils doivent avoir une prévention par Auracyline à vie.